Le téléphone a sonné à exactement 7h32 un mardi matin, fendant le silence de mon petit appartement comme une lame à travers du papier. J'ai fixé le numéro inconnu qui clignotait sur mon écran. Ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. La vapeur s'élevait encore du liquide noir qui était devenu ma seule compagnie ces 10 dernières années. J'ai failli ne pas répondre. Après une décennie de silence de la part de ma famille, les appels inattendus signifiaient généralement de mauvaises nouvelles ou des agents de recouvrement. Mais quelque chose dans la persistance de la sonnerie, la façon dont elle semblait exiger l'attention plutôt que de simplement la demander, m'a poussé à prendre le téléphone. Philippe à l'appareil. Phil, c'est Alan. La tasse de café m'a glissé des doigts, heurtant le sol en linoléum avec un bruit sec qui a semblé résonner dans tout mon corps. Alan, mon frère. La même voix qui m'avait dit 10 ans plus tôt que je n'étais plus le bienvenu aux réunions de famille, que j'étais une déception, que ce serait peut-être mieux si je restais à l'écart. Alan, ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ouais, c'est moi. Sa voix semblait différente, en quelque sorte. Plus douce, presque humble. Je sais que c'est inattendu. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis. Depuis que tu m'as dit que j'étais mort pour la famille, ai-je terminé pour lui, les souvenirs revenant en force comme si un barrage s'était rompu dans mon esprit. Il y eut une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. La même respiration légèrement laborieuse qu'il avait depuis son asthme d'enfance. Certaines choses ne changent jamais, pensais-je amèrement. Phil, J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à ce qui s'est passé, à la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Sa voix se brisa légèrement. J'avais tort. Nous avions tous tort. Et mon Dieu, mon frère me manque. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil usé, le même que j'avais acheté dans une friperie quand j'avais emménagé dans cet appartement à $800 par mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Tout dans ce petit espace était à moi, gagné par ma propre sueur et ma détermination après que ma famille m'ait jeté comme un meuble indésirable. Que veux-tu, Alan ? Ai-je demandé, bien que ma voix ait perdu un peu de sa dureté. Je veux te voir. Je veux te parler face à face. Il marqua une autre pause. Je sais que tu penses probablement que je suis fou d'appeler après tout ce temps, mais j'ai entendu. J'ai entendu parler de ta bonne fortune. Mon sang se glaça. Bien sûr. Bien sûr que c'était ça. Il y a 3 mois, j'avais gagné 57 millions de dollars à la loterie de l'État. J'avais été prudent, discret, mais des nouvelles comme ça ont une façon de voyager, surtout jusqu'aux membres de la famille qui se souviennent soudainement de votre existence. Ma bonne fortune, répétai-je lentement. La loterie, Phil. Félicitations. Je le pense sincèrement. Sa voix prit ce ton que je me souvenais de l'enfance. Celui qu'il utilisait quand il voulait quelque chose mais essayait de paraître décontracté. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Enfin, pas entièrement. Ça m'a juste. Ça m'a fait réaliser tout le temps que nous avons perdu, tout ce que j'ai perdu en étant trop fier pour te contacter. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la petite fenêtre de ma cuisine, regardant la rue animée en bas. Les gens se dépêchaient sur le chemin du travail, vers des vies qui comptaient, vers des familles qui les voulaient vraiment. J'avais regardé la même vue pendant 10 ans, et elle ne m'avait jamais semblé aussi solitaire qu'en ce moment. Tu m'as exclu de ta vie, dis-je doucement. Toi, Véronica, tout le monde. Quand papa est mort et m'a laissé cet héritage de $20 000 au lieu de toi, vous avez tous agi comme si je vous l'avais volé. Comme si j'avais somehow manipulé un homme mourant. Je sais, mon Dieu, Phil. Je sais. Et je me déteste pour ça. Nous tous. Sa voix était épaisse de ce qui ressemblait à une émotion sincère. Surtout Véronica. Elle me pousse depuis des années à t'appeler, à arranger les choses. Véronica, ma belle-sœur, qui m'avait un jour accusé d'être un parasite égoïste qui ne se souciait que de l'argent. La femme qui avait convaincu le reste de la famille que j'étais en quelque sorte responsable des problèmes financiers d'Alan, même si je luttais moi-même pour joindre les deux bouts à l'époque. Elle veut arranger les choses, ai-je demandé, incapable de cacher le scepticisme dans ma voix. Oui. Nous deux, Phil. Nous avons eu 10 ans pour penser à ce que nous avons perdu, à ce que nous avons jeté par orgueil et stupidité. La voix d'Alan devint plus pressante. Je me fiche de l'argent maintenant. Je me fiche des héritages ou de qui a eu quoi. Je veux juste retrouver mon frère.
J'ai fermé les yeux, sentant le poids de 10 ans de solitude m'oppresser comme une chose physique. 10 ans d'anniversaire passé seul. 10 ans de vacances avec juste moi et n'importe quel restaurant à emporter ouvert. 10 ans de réussite sans personne avec qui les partager et d'échecs sans personne pour me réconforter. Je ne sais pas, Alan, dis-je finalement. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ça. Je comprends. Je comprends. Mais est-ce que tu y réfléchiras au moins? Est-ce que tu me rencontreras, juste une fois? Il marqua une pause. Il y a ce restaurant, Belmont-S, en centre-ville. Tu te souviens? On y allait avec papa quand on était enfant. L'endroit avec les banquettes en cuir rouge et le vieux pianiste. Je me souvenais. Je me souvenais d'avoir 8 ans, assis dans ces banquettes rouges, partageant un morceau de gâteau au chocolat avec Alan pendant que papa nous racontait des histoires de sa propre enfance. À l'époque où nous étions frères. À l'époque où la famille signifiait quelque chose. Jeudi soir, continua Alan, 19h. Si tu viens, on parlera. Si tu ne viens pas, eh bien, au moins je saurai que j'ai essayé. Je me suis surpris à hocher la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Le soulagement inonda sa voix. Phil, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'espère que tu me donneras la chance de le mériter. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement pendant des heures, fixant le téléphone dans mes mains. Dehors, la ville continuait son rythme implacable. Mais à l'intérieur de mon petit espace, le temps semblait suspendu. J'ai pensé à ce petit garçon qui admirait son grand frère, qui croyait que la famille était éternelle. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu, réussi à ma manière tranquille, financièrement stable pour la première fois de ma vie, mais portant toujours la blessure du rejet qui n'avait jamais tout à fait guéri. J'ai pensé à la façon dont la voix d'Alan avait sonné. Différente, plus âgée, peut-être, plus triste. Les gens pouvaient-ils vraiment changer? Est-ce que 10 ans de séparation pouvaient faire réaliser à quelqu'un ce qu'il avait perdu? Le mercredi soir, j'avais pris ma décision. J'irai à Belmont-S. Je m'assiérai dans l'une de ces banquettes en cuir rouge et j'écouterai ce qu'Alan avait à dire. C'était peut-être stupide. Peut-être que je me préparais à une autre déception. Mais l'alternative était de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Rien de trop cher qui pourrait lui rappeler l'argent de la loterie, mais rien de trop miteux non plus. Une simple chemise bleu marine, un jean foncé, ma vieille veste en cuir que j'avais depuis avant notre rupture. Je voulais ressembler au frère dont il se souvenait, pas à l'étranger riche que j'étais devenu. En marchant vers Belmont-S le jeudi soir, mon cœur battait la chamade contre mes côtes avec un rythme que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais adolescent invitant quelqu'un au bal de promo. La lueur chaude du restaurant se déversait sur le trottoir, et je pouvais entendre le faible son de la musique de piano flottant à travers les fenêtres. Certaines choses, au moins, restaient les mêmes. Je me suis arrêté à l'entrée, ma main sur la poignée en laiton qui avait été polie par des milliers de mains au fil des décennies. C'était ça. C'était le moment qui allait soit commencer à guérir une blessure de 10 ans, soit la rouvrir complètement. Mais alors que je me tenais là, quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer, comme le moment avant une tempête où l'air devient lourd et électrique. Je me suis dit que c'était juste la nervosité, juste l'anxiété naturelle de revoir sa famille après si longtemps. Pourtant, le sentiment persistait alors que j'ouvrais la porte et que j'entrais. L'hôtesse sourit chaleureusement et me guida à travers le labyrinthe familier de tables vers le coin arrière où Alan avait dit qu'il attendrait. Et il était là, assis dans notre ancienne banquette, l'air plus âgé et plus grisonnant que dans mon souvenir, mais indubitablement mon frère. Il se leva quand il me vit approcher, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis il s'avança, les bras tendus, et m'étreignit comme si le temps n'avait pas passé. Mais même en le serrant dans mes bras, même en ressentant le confort étrange du lien familial après tant d'années, ce sentiment froid dans mon estomac s'intensifia. Tu as l'air en forme, Phil. Vraiment en forme. Le sourire d'Alan semblait sincère alors que nous nous installions dans la banquette, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, une qualité vacillante comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Toi aussi, mentis-je. La vérité était qu'Alan avait l'air fatigué. Plus que fatigué. Il ressemblait à un homme portant un poids qui l'écrasait lentement.
Son costume coûteux ne pouvait cacher le léger tremblement de ses mains ou la façon dont ses yeux balayaient constamment le restaurant comme s'il attendait quelqu'un. « Véronica t'envoie son amour », dit-il en faisant signe à la serveuse. Elle voulait venir ce soir, mais j'ai pensé, j'ai pensé que ce serait mieux si c'était juste nous d'abord. Tu sais comment c'est. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de savoir comment c'était. La Véronica que je me souvenais n'aurait pas manqué une occasion de contrôler une conversation, surtout une conversation impliquant de l'argent. Son absence semblait délibérée, calculée. La serveuse s'approcha de notre table. Une jeune femme aux cheveux sombres attachés en queue de cheval et aux yeux bienveillants qui semblaient tout absorber autour d'elle. Elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait ce travail depuis un certain temps. Mais il y avait autre chose chez elle qui a attiré mon attention. La façon dont elle jetait des regards entre Alan et moi comme si elle nous étudiait. « Bonsoir, messieurs. Puis-je commencer par vous servir quelque chose à boire ?» Sa voix était chaude, professionnelle. « Nous prendrons une bouteille de votre meilleur vin rouge, » dit Alan sans hésitation. « Quelque chose de spécial, nous célébrons. » J'ai haussé un sourcil. « Quoi donc ?»« Une réunion, » dit Alan, ce sourire vacillant revenant. « Des frères qui se retrouvent. Si ça ne vaut pas la peine d'être célébré, je ne sais pas ce qui le vaut. » La serveuse, dont le badge indiquait Sarah, hocha la tête et disparut vers le bar. Je la regardais partir, notant comment elle se déplaçait avec détermination, mais continuait de jeter des regards en arrière vers notre table. Probablement juste un bon service client, me suis-je dit. Alors, dit Alan en se penchant en arrière contre le cuir rouge. Raconte-moi tout. Comment vas-tu, vraiment? J'ai réfléchi à la question. Comment j'allais? Seul, réussi de petite manière, prudent avec mon argent, même après avoir gagné à la loterie, construisant une vie qui était la mienne, même si c'était une vie vécue en grande partie dans la solitude. Je vais bien, dis-je finalement. Je travaille, je vis tranquillement. Tu me connais. Je te connais. La voix d'Alan prit à nouveau ce ton. Celui qui me faisait crisper les épaules sans que je comprenne pourquoi. Toujours l'humble. Toujours content de peu. C'est une mauvaise chose? Non, non, bien sûr que non. Il leva les mains. C'est admirable, en fait. Trais-toi. Sarah revint avec le vin, une bouteille qui semblait assez chère pour coûter plus que mon loyer mensuel. Elle présenta l'étiquette à Alan, qui la repoussa d'un geste impatient. Servez-le, c'est tout. Nous faisons confiance à votre jugement. Alors qu'elle ouvrait la bouteille, je me suis surpris à regarder ses mains. Stable, prudente, professionnelle. Mais quand elle leva les yeux et croisa mon regard, il y avait quelque chose là. Une lassitude qui correspondait au sentiment dans ma propre poitrine. « Comment vont les affaires ?» demandai-je à Alan pendant que Sarah versait le vin dans 2 verres en cristal. « Bien. Vraiment bien, en fait. » Mais la façon dont il l'a dit, la légère tension autour de ses yeux, suggérait le contraire. L'entreprise de construction se porte bien. Beaucoup de nouveaux développements en ville. Je connaissais assez bien les affaires d'Alan pour savoir que l'industrie de la construction avait des difficultés ces derniers temps. Augmentation des coûts, pénurie de main-d'œuvre, problème de chaîne d'approvisionnement. Mais je n'ai pas insisté. Ce dîner était censé être une réconciliation, pas un interrogatoire. Sarah finit de verser et posa la bouteille sur la table. Êtes-vous prêt à commander, ou souhaitez-vous encore quelques minutes? Quelques minutes de plus, dit Alan, son attention déjà de retour sur moi. Merci. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais je remarquai qu'elle n'allait pas loin. Elle s'occupa de nettoyer une table voisine, à portée de voix de notre conversation. Alors, continua Alan en levant son verre de vin. 57 millions de dollars. Ça doit être incroyable. Et voilà. L'éléphant dans la pièce enfin reconnu. J'ai pris mon propre verre mais je n'ai pas bu. C'est surréaliste, dis-je. Honnêtement, je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que tout ça ne sera qu'un rêve. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux dire, avec ce genre d'argent, les possibilités sont infinies. Je n'ai pas vraiment décidé. Peut-être voyager, peut-être acheter un plus grand logement. J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je m'habitue encore à l'idée. Tu as toujours été prudent avec l'argent. Le rire d'Alan semblait forcé.
Tu te souviens quand on était enfant et que tu économisais chaque centime de ton argent de poche alors que je dépensais le mien le jour où je l'avais. Je me souvenais. Je me souvenais aussi comment Alan avait l'habitude d'emprunter mon argent économisé et le rembourser rarement. Nos parents appelaient ça « partager ». J'appelais ça du vol, même si j'étais trop jeune pour le formuler ainsi. Certaines habitudes ont la vie dure, dis-je. C'est bien, cependant. Intelligent. L'argent peut disparaître plus vite que vous ne le pensez si vous n'êtes pas prudent. Sa prise se resserra sur son verre de vin. Crois-moi, je le sais. Il y avait quelque chose dans sa voix, une amertume qui m'a fait le regarder de plus près. Le costume coûteux, je réalisais, était légèrement froissé. Sa montre, que j'avais supposée neuve, avait une petite éraflure sur le cadran. Les signes étaient subtils, mais ils étaient là. Alan, ça va? Financièrement, je veux dire. Son visage passa par une série de micro-expressions, surprise, défense, calcul, et finalement quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Pourquoi tu demandes ça? Juste une impression. Il resta silencieux un long moment, faisant tourner le vin dans son verre. Quand il leva de nouveau les yeux vers moi, ses yeux brillaient de ce qui aurait pu être des larmes. Les choses ont été difficiles. L'entreprise a pris quelques coups pendant la pandémie. Nous nous sommes trop étendus sur quelques projets. Il prit une inspiration tremblante. Je ne voulais pas t'ennuyer avec ça. Ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. Mais même en le disant, je pouvais voir que c'était exactement la raison pour laquelle il avait appelé. Le timing était trop parfait. Un frère à qui il n'avait pas parlé depuis 10 ans le contactant soudainement quelques mois après que ce frère soit devenu riche au-delà de toute imagination. C'est grave à quel point? Demandai-je. Assez grave. Il réussit un faible sourire. Mais nous nous en sortons. Véronica a été incroyable, réduisant vraiment les dépenses, trouvant des moyens d'économiser. Nous nous en sortirons. Sarah apparut à nouveau à côté de notre table, cette fois avec un panier de pain et une petite assiette d'huile d'olive. « Avez-vous décidé ce que vous aimeriez commander ?» demanda-t-elle. « En fait, dit Alan, pourriez-vous nous donner encore quelques minutes? Nous avons une conversation importante. » Bien sûr. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle croisa à nouveau mon regard. Et cette fois, la lassitude était indubitable. Plus que de la lassitude. C'était presque comme un avertissement. Phil, continua Alan une fois qu'elle fut partie. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce dîner, cette conversation, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas à propos de la loterie. C'est à propos de nous, de la famille. Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. Mais chaque instinct que j'avais développé pendant 10 ans de solitude criait que quelque chose n'allait pas. Je sais que tu penses probablement que je suis ici à cause de l'argent, continua Alan. Et je comprends pourquoi tu penserais ça. Notre histoire n'est pas brillante en matière de questions financières. Non, ce n'est pas le cas. Mais j'ai appris de ça. Nous tous. L'argent n'est pas tout, Phil. La famille est tout. Il se pencha en avant, son intensité palpable. Sais-tu ce que ça a été ces 10 dernières années de ne pas avoir mon frère dans ma vie? De ne pas pouvoir t'appeler quand papa a eu sa crise cardiaque, de ne pas pouvoir partager les bons moments ou demander des conseils pendant les mauvais. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru, car la vérité était que je le savais. Je savais exactement ce que ça avait été, car je l'avais vécu aussi, chaque anniversaire, chaque fête, chaque étape importante. Toute marquée par l'absence de famille. Tu m'as manqué, dis-je doucement, plus que je ne voulais l'admettre. Alors ne perdons plus de temps. Alan leva à nouveau son verre de vin. Aux secondes chances, à la famille, à l'avenir. Il attendit que je lève mon verre. Le vin captait la lumière du luminaire suspendu, d'un rouge profond et riche. Autour de nous, le restaurant bourdonnait de conversations feutrées et des douces notes du pianiste dans le coin, le même homme âgé qui jouait ici depuis que nous étions enfants. Mais alors que j'attrapais mon verre, j'ai aperçu à nouveau Sarah. Elle était maintenant au bar, mais son attention était fixée sur notre table, et l'expression sur son visage n'était plus seulement méfiante. Elle était alarmée. Elle fit un pas vers nous, puis s'arrêta comme si elle menait une bataille interne. Ses yeux croisèrent les miens à travers la salle à manger, et à ce moment-là, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Le verre de vin me semblait plus lourd dans ma main qu'il n'aurait dû.
Alan tenait son propre verre en l'air, attendant que je termine le toast. Son sourire s'étirait sur son visage comme un masque qui ne lui allait pas tout à fait. La lumière des bougies vacillait entre nous, projetant des ombres dansantes qui rendaient tout surréaliste, comme si j'observais cette scène de l'extérieur de mon propre corps. Aux secondes chances, répétai-je lentement en levant mon verre. Mais alors que je le portais à mes lèvres, quelque chose me fit marquer une pause. C'était peut-être la façon dont les yeux d'Alan ne quittaient jamais mon visage, observant chacun de mes mouvements avec une intensité qui semblait prédatrice. C'était peut-être le léger tremblement de sa main qu'il essayait si fort de cacher. Ou c'était peut-être Sarah, la serveuse, qui s'était approchée de notre table et se tenait maintenant à quelques mètres de là, le visage pâle de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. En fait, dis-je en reposant mon verre. Je pense que je devrais d'abord aller aux toilettes. Tout ce café ce matin, tu sais. Le visage d'Alan vacilla avec quelque chose. De la déception. De la frustration. Mais il le couvrit rapidement d'un autre de ses sourires forcés. Bien sûr, prends ton temps. En me levant, j'ai croisé le regard de Sarah. Elle m'a fait un tout petit signe de tête, si subtil que je l'ai presque manqué. Mais dans ce signe de tête, j'ai vu la confirmation de quelque chose que je ressentais depuis le moment où j'étais entré dans ce restaurant. J'étais en danger. Les toilettes étaient petites et faiblement éclairées, avec des installations démodées qui appartenaient à une autre époque. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, fixant mon reflet dans le miroir taché. Qu'est-ce que je faisais ici? Qu'est-ce que j'attendais de cette réunion? Que Alan redevienne magiquement le frère que je me souvenais de l'enfance? Que 10 ans de silence et de ressentiment disparaissent le temps d'un dîner et d'un verre de vin? Je me suis séché les mains avec une serviette en papier, essayant d'organiser mes pensées. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que l'isolement de la dernière décennie m'avait rendu méfiant envers tout le monde, même ma famille. Peut-être qu'Alan avait vraiment changé, qu'il voulait vraiment se réconcilier. Mais alors que j'attrapais la poignée de la porte, j'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas rapides et urgents qui se sont arrêtés juste devant la porte des toilettes. Monsieur. C'était la voix de Sarah, à peine plus qu'un murmure. Monsieur, s'il vous plaît. Je dois vous dire quelque chose. J'ai ouvert la porte avec précaution. Le couloir était vide, à l'exception de Sarah, qui regarda nerveusement autour d'elle avant de s'approcher. Je suis désolé de vous déranger, mais je devais vous avertir. Ces mots sortirent d'un trait. J'ai vu quelque chose à votre table quand vous êtes allé aux toilettes. Mon estomac se noie. Qu'avez-vous vu? Votre frère. Il a mis quelque chose dans votre verre. Un petit sachet. De la poudre bleue. Il a été très prudent, très rapide, mais je l'ai vu. Ses mains tremblaient. Je travaille ici depuis 3 ans et je n'ai jamais rien vu de tel, le monde sembla basculer. Je me suis agrippé au chambranle de la porte pour me stabiliser. Vous êtes sûr? Complètement sûr. Je regardais parce que quelque chose clochait chez lui toute la soirée. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone. La façon dont il a insisté pour commander un vin spécifique. La façon dont il regardait vers l'entrée comme s'il attendait quelqu'un. Elle prit une inspiration tremblante. Monsieur, je ne pense pas que vous devriez retourner à cette table. Mais même en le disant, je savais que je devais le faire. Je devais aller jusqu'au bout. Je devais comprendre ce que mon propre frère prévoyait de me faire. Merci, dis-je doucement. Merci de me l'avoir dit. Que allez-vous faire? J'ai réfléchi un instant. Je retourne à la table. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Sarah hocha la tête avec empressement. Quand je reviendrai, je vais demander de nouveaux verres. Je vais dire quelque chose comme quoi le mien a une tache. Pouvez-vous m'aider avec ça? Bien sûr, mais monsieur, peut-être que vous devriez simplement partir. Appelez la police. Pas encore. J'ai besoin de comprendre pourquoi. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment ici. Je suis retourné à la table sur des jambes chancelantes, mon esprit en ébullition. Alan leva les yeux à mon approche, ce même sourire forcé plaqué sur son visage. « Tu te sens mieux » demanda-t-il. « Beaucoup mieux, merci. » Je me suis assis et j'ai regardé mon verre de vin, toujours posé exactement là où je l'avais laissé. Pour n'importe qui d'autre, il aurait l'air parfaitement normal. Un verre de cristal clair, un vin rouge profond.
Rien d'inhabituel. En fait, pourrions-nous avoir de nouveaux verres? Celui-ci a une tache. Le visage d'Alan passa par une série de micro-expressions. Surprise, confusion, puis quelque chose de plus sombre. Une tache? Je ne vois rien. Juste ici, sur le bord. J'ai montré une marque imaginaire. Je suis probablement trop pointilleux, mais tu sais comment je suis. Sarah apparut à notre table comme si elle avait été convoquée. Tout va bien, messieurs? Pourrions-nous avoir de nouveaux verres, s'il vous plaît, demandai-je. Celui-ci semble avoir une tache. Bien sûr. Elle ramassa rapidement et efficacement les 2 verres. Je reviens tout de suite avec des verres propres. Tandis qu'elle s'éloignait, Alan la regarda partir avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quand il se retourna vers moi, son sourire avait disparu. Tu as toujours été particulier sur des choses comme ça, dit-il. Mais sa voix avait changé. La chaleur avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Certaines habitudes ont la vie dure, répondis-je, faisant écho à ses paroles de tout à l'heure. Sarah revint avec des verres frais et versa du nouveau vin de la bouteille. Pendant qu'elle travaillait, je remarquai qu'elle était extrêmement prudente, s'assurant que chaque verre était rempli de la même source, éliminant toute possibilité de contamination. Voilà, dit-elle en posant les verres. Frais et propres. Merci, dis-je en croisant son regard. Vous avez été merveilleuse ce soir. Elle me fit un autre signe de tête subtil et s'éloigna. Alan prit immédiatement son nouveau verre. Alors, où en étions-nous? Ah oui, notre toast. Mais alors qu'il levait le verre à ses lèvres, je remarquai quelque chose qui fit battre mon cœur. Sa main tremblait plus visiblement maintenant, et de la sueur perlait sur son front malgré la température confortable du restaurant. Alan, dis-je avec précaution. Tu te sens bien? Tu as l'air un peu pâle. Je vais bien, dit-il rapidement. Juste excité par nos retrouvailles. Ça fait si longtemps. Mais il n'allait pas bien. En le regardant, je pouvais voir les signes de quelqu'un sous un stress énorme. La façon dont ses yeux balayaient constamment le restaurant. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone. La façon dont sa main libre était serrée en un point sur la table. Parle-moi de Véronica, dis-je soudainement. Comment va-t-elle vraiment? Elle. Elle va bien. Très bien, en fait. Mais la façon dont il l'a dit suggérait le contraire. Elle a beaucoup travaillé pour soutenir l'entreprise. Elle est incroyable. Vraiment? Est-elle ici ce soir, dans le restaurant? Je veux dire. La question sembla le prendre au dépourvu. Ici? Non, bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Je me demandais juste. Tu n'arrêtes pas de vérifier ton téléphone comme si tu attendais un appel. Alan posa son téléphone face contre table avec plus de force que nécessaire. Je n'attends rien. Je suis ici avec mon frère, concentré sur notre conversation. Mais même en le disant, le téléphone vibra avec un SMS. Alan y jeta un coup d'œil rapide, puis se retourna vers moi, son visage maintenant ouvertement troublé. Tout va bien? Demandai-je. Bien. Tout va bien. Il leva à nouveau son verre de vin. Allez, Phil. Portons ce toast. À la famille, à l'avenir. Cette fois, je levai aussi mon verre. Mais alors que nous les faisions teinter dans le traditionnel choc du cristal contre le cristal, quelque chose se produisit qui changea tout. Sarah apparut à nouveau à côté de notre table. Cette fois, elle portait un plateau avec ce qui ressemblait à un apéritif offert, mais en s'approchant, elle sembla trébucher légèrement, heurtant la table juste au moment où nos verres se touchaient. Dans la confusion du moment, nos verres s'entrechoquèrent, le vin se répandant de l'un à l'autre. Sarah se stabilisa rapidement, s'excusant profusément. Mais en ces quelques secondes de chaos, quelque chose s'était passé. Nos verres avaient en quelque sorte échangé leur place. Je suis tellement désolé, dit Sarah, sa voix remplie d'une véritable détresse. Quelle maladresse de ma part. Laissez-moi vous apporter de nouvelles boissons. Pas la peine, dit Alan rapidement. Trop rapidement. Pas de mal. Mais ses yeux étaient fixés sur les verres, et je pouvais le voir essayer de comprendre lequel était lequel. Dans la faible lumière des bougies, avec le cristal identique et le vin identique, il serait impossible de les distinguer.
En fait, dis-je en attrapant le verre le plus proche de moi. Je pense que ça va, n'est-ce pas, Alan? Il hocha lentement la tête, son visage maintenant pâle, la sueur plus visible sur son front. Oui, ça va. Je levai mon verre, ou ce que je pensais être mon verre, à mes lèvres, observant Alan par-dessus le bord. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas le frère aimant de notre enfance. Pas même l'homme en colère et rancunier qui m'avait exclu de sa vie 10 ans plus tôt. C'était le visage de quelqu'un de désespéré, de dangereux, de quelqu'un qui avait été pris dans un acte si terrible qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. À la famille, dis-je, et je pris une gorgée. Alan leva son propre verre avec des mains tremblantes. Alors que le vin touchait ses lèvres, je vis quelque chose dans ses yeux qui me glaça le sang. Ce n'était plus seulement du désespoir. Le vin avait à peine touché les lèvres d'Alan que j'ai vu le changement dans son expression. Ce qui avait commencé comme une confiance forcée s'est effondré en quelque chose de brut et de terrifié. Il a posé son verre avec des mains tremblantes, son visage maintenant cendré sous l'éclairage chaleureux du restaurant. Tu sais, dis-je doucement, ma voix stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. Tu sais ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? La bouche d'Alan s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Phil, je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ils allaient des verres de vin à mon visage, puis à la silhouette de Sarah qui s'éloignait, puis à son téléphone et à la sortie. Il calculait, essayant de trouver son prochain mouvement. Mais la panique l'emportait. La poudre bleue, dis-je simplement. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Il a même reculé, se pressant contre la banquette en cuir rouge comme s'il pouvait y disparaître. Comment as-tu? Il s'est arrêté, mais il était trop tard. Comment j'ai su? Je me suis penché en avant, en gardant la voix assez basse pour que les autres convives ne puissent pas entendre. Parce que quelqu'un regardait, quelqu'un qui se souciait assez d'un étranger pour risquer son travail pour m'avertir. Le regard d'Alan se porta vers le bar où se tenait Sarah, le visage pâle mais déterminé. Cette petite. Ne le faites pas, le mot est sorti plus brusquement que je ne l'avais prévu. N'osez pas la blâmer pour avoir fait ce qu'il fallait. La seule personne à blâmer ici, c'est vous. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de la douce musique du piano et du doux murmure des autres conversations. Des gens normaux ayant des dîners normaux, inconscients qu'à la table du coin, un frère venait d'essayer d'eux. Quoi? La réalité de ce qui avait failli se produire était trop énorme pour être entièrement traitée. Pourquoi, ai-je finalement demandé. Dis-moi juste pourquoi. Alan a fermé les yeux. Et quand il les a rouverts, il y avait des larmes. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle je suis, Phil. Les dettes, les créanciers qui appellent jour et nuit. Véronica. Elle a été si patiente, mais je le vois dans ses yeux. La déception, la peur que nous allons tout perdre. Alors tu as pensé que la solution était de me faire du mal? Je pensais. Il se frotta le visage avec ses deux mains. Je ne pensais pas clairement. Quand j'ai entendu parler de la loterie, c'était comme un signe, comme s'il y avait peut-être un moyen de sortir de ce pétrin. En m'éliminant, en devenant mon héritier. Les mots sont sortis en un murmure. J'avais tout un plan. Tu aurais un accident, une crise cardiaque, quelque chose de soudain mais d'apparence naturelle. Et comme tu n'as pas de testament, en tant que ton seul parent vivant, j'hériterais de tout. Ça semblait logique. La façon décontractée dont il l'a dit, comme si nous discutions de la météo, m'a retourné l'estomac. Logique. Tu allais me tuer et tu appelles ça logique. Ce n'était pas censé être comme ça. Sa voix a monté, puis est redescendue alors qu'il se souvenait où nous étions. Je n'ai jamais voulu que ce soit personnel. Je t'aime, Phil. Tu es mon frère. Non. J'ai secoué lentement la tête. Un frère ne fait pas ce que tu viens d'essayer de faire. Un frère ne planifie pas quelque chose comme ça pendant des mois pour ensuite te regarder dans les yeux et prétendre qu'il s'agit de réconciliation. Alan s'est essuyé le nez avec sa serviette, laissant derrière lui une traînée de larmes et de morve. Des mois? De quoi tu parles? J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti un petit enregistreur numérique. Les yeux d'Alan se sont écarquillés alors que je le posais sur la table entre nous. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines, dis-je. Le lendemain de ton appel. Tu? Quoi?
Je ne suis pas stupide, Alan. Un frère qui ne m'a pas parlé depuis 10 ans veut soudainement se réconcilier juste après que j'ai gagné à la loterie. Je savais que quelque chose n'allait pas, j'ai appuyé sur lecture sur l'enregistreur. La voix d'Alan a rempli le petit espace entre nous. Faible mais clair. Le restaurant est parfait. Beaucoup de bruit ambiant, un éclairage tamisé. Si quelque chose lui arrive là-bas, ça ressemblera juste à une crise cardiaque ou un AVC. Le stress des retrouvailles, tu sais. La voix de Véronica a répondu. Et tu es sûr que ça va marcher? Le truc que Marcus nous a donné? Il a dit que c'était infaillible. Sans goût, sans odeur, ça a l'air naturel. File le bois, à ce qui ressemble à une urgence médicale, et nous sommes tirés d'affaire. Riche et tiré d'affaire. J'ai arrêté l'enregistrement. Alan fixait l'appareil comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Marcus? Ai-je demandé. Qui est Marcus? Le visage d'Alan a réussi à devenir encore plus pâle. Depuis combien de temps nous enregistres-tu? Assez longtemps pour savoir que ce n'était pas une décision spontanée. Assez longtemps pour savoir que Véronica est non seulement au courant de ton plan, mais qu'elle y participe activement. Assez longtemps pour savoir que vous planifiez ma mort depuis la semaine suivant l'annonce des numéros de la loterie. Phil, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Toi et ta femme avez décidé que 57 millions de dollars valaient plus que ma vie. J'ai pris l'enregistreur et je l'ai remis dans ma poche. La question maintenant est de savoir ce que je vais faire à ce sujet. Alan se pencha en avant, désespéré. On peut arranger ça. Nous sommes de la famille. Nous pouvons trouver une solution qui convient à tout le monde. Une solution? J'ai presque ri. Tu viens d'essayer de me tuer, Alan. Dans quel univers y a-t-il une solution à ça? L'argent. Je te rembourserai. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Quoi? Tu viens de me dire que tu es fauché. Il était en train de perdre pied maintenant, s'accrochant à n'importe quoi qui pourrait le sauver. L'entreprise. Je te céderai l'entreprise. Tu peux tout avoir. Je ne veux pas de ton entreprise de construction en faillite. Je ne veux rien de toi, sauf une explication. Aide-moi à comprendre comment le frère qui partageait ses bonbons d'Halloween avec moi est devenu quelqu'un qui pourrait planifier mon meurtre. Alan resta silencieux un long moment, fixant ses mains jointes sur la table. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. Ça a commencé petit. Quelques mauvais investissements, des contrats qui ont mal tourné. Je pensais que je pouvais arranger ça, tu sais. Je pensais que si je travaillais plus dur, que je faisais de meilleures affaires, tout irait bien. Il leva les yeux vers moi, les yeux rougis. Mais ça n'a cessé d'empirer. Le trou n'a cessé de se creuser. Et puis Véronica a commencé à parler de ce qui arriverait si nous perdions tout. La maison, l'entreprise, notre réputation. Elle a dit que les gens ne nous respecteraient plus jamais. Alors tu as décidé de me tuer. Ce n'était pas censé être comme un meurtre. C'était censé être plus propre que ça. Plus comme une transaction commerciale. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme un gaz toxique. Je me sentis mal, non seulement à cause de ce qu'il avait essayé de faire, mais aussi à la réalisation que cette personne assise en face de moi n'était plus mon frère. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Peut-être que l'Alan dont je me souvenais de l'enfance n'était qu'une histoire que je m'étais racontée pour donner un sens à une relation qui avait toujours été à sens unique. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dis-je doucement. Quelque chose que le détective privé a découvert. Le visage d'Alan devint blanc. Quoi? Marcus, ton fournisseur. C'est un policier infiltré. Le verre glissa de la main d'Alan, heurtant la table avec un bruit sec qui attira les regards des convives voisins. Le vin se répandit sur la nappe blanche comme du sang. C'est impossible. Toute l'opération est sous surveillance depuis des mois. Ils montent un dossier contre un réseau de personnes qui fournissent des substances à des individus désespérés. Tu n'es pas leur premier client, Alan. Tu es juste celui qui va les aider à boucler l'affaire. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de traiter cette nouvelle information. Mais le truc qu'il nous a donné était inoffensif. Probablement juste des vitamines écrasées ou du sucre. Il voulait voir jusqu'où tu irais, ce que tu ferais réellement au moment venu. Je me suis adossé à la banquette, me sentant soudain épuisé. Félicitations,
tu as réussi leur test. Alan mit sa tête dans ses mains. Autour de nous, le restaurant continuait son rythme paisible, inconscient qu'à la table 12, le monde entier d'un homme s'effondrait. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il sans lever la tête. « Maintenant ? Maintenant, tu as un choix. » Je fis signe à Sarah, qui s'approcha prudemment de notre table. « J'aimerais l'addition, s'il vous plaît. » « Bien sûr, » dit-elle, mais elle regardait Alan avec inquiétude. « Tout va bien ? » « Tout va bien, » lui dis-je. « Merci pour tout ce soir. Vous m'avez probablement sauvé la vie. » Elle hocha la tête une fois et disparut vers l'avant du restaurant. Alan leva enfin les yeux. « Quel choix. Tu peux te rendre, coopérer avec la police, les aider à monter leur dossier contre le réseau. Peut-être que tu obtiendras une peine réduite pour ta coopération. Ou j'appelle le détective Morrison tout de suite et tu essaies de t'enfuir. Mais je dois mentionner qu'il y a 2 officiers sur le parking qui surveillent ce restaurant toute la soirée, et un autre à la sortie arrière. J'ai sorti mon téléphone. C'est ton choix, Alan. Mais de toute façon, ça se termine ce soir. » Ses épaules s'affaissèrent alors que le combat le quittait complètement. « Tu me rendras visite en prison ? » J'ai sérieusement réfléchi à la question. « Je ne sais pas. Peut-être un jour. Quand j'aurai compris comment te pardonner d'avoir été prêt à me regarder mourir. Je n'aurais pas regardé. Je serais parti avant. Ne le faites pas. » Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table pour couvrir l'addition. « Ne le faites pas. Vous en avez assez dit. » Alors que je me tournais pour partir, Alan a appelé mon nom une dernière fois. « Phil, tu m'as vraiment manqué. » Cette partie n'était pas un mensonge. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Ce qui est triste, c'est que je te crois. Mais manquer à quelqu'un et aimer quelqu'un sont 2 choses différentes. Si tu m'avais aimé, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis sorti de Belmont sans regarder en arrière, laissant Alan assis seul dans la banquette en cuir rouge où nous avions partagé tant de souvenirs d'enfance. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai vu Sarah qui attendait près de la porte d'entrée. « Merci » dis-je simplement. « Je suis juste contente que vous alliez bien. » Elle hésita. Que va-t-il lui arriver ? Il fera face aux conséquences de ses choix. Nous tous, à un moment ou à un autre. Elle hocha la tête, puis me surprit en tendant la main. « Je m'appelle Sarah, au fait. »« Sarah Chen. »« Philippe est, » dis-je en lui serrant la main. « Et je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Offrez-moi un café un de ces jours, » dit-elle avec un petit sourire. On sera quitte. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé qu'en l'espace d'une soirée, j'avais perdu un frère et peut-être gagné toute autre chose. L'air de la nuit était vif et pur, et pour la première fois en 10 ans, je me sentais vraiment libre. 3 jours passèrent avant que je puisse me résoudre à répondre à nouveau à mon téléphone. Il n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes qui avaient somehow obtenu l'histoire, des parents éloignés soudainement préoccupés par mon bien-être, et plusieurs appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Mais c'est l'appel du détective Morrison que j'ai finalement accepté. « Monsieur est, je voulais vous tenir au courant de la situation avec votre frère. » J'étais assis dans mon appartement, regardant la même vue de la rue que j'avais regardée pendant 10 ans. Mais tout semblait différent maintenant. Le monde semblait plus net, plus réel, comme si un brouillard que je n'avais pas réalisé être là s'était enfin levé. « Comment va-t-il » demandai-je, me surprenant moi-même avec la question. « Il coopère pleinement. Il a signé une confession hier et fourni des informations sur le réseau. Marcus, l'officier infiltré, a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi désireux d'aider à une enquête. Ça ressemble à Alan. Il a toujours été meilleur quand quelqu'un d'autre prenait les décisions. » Le détective Morrison resta silencieux un moment. « Monsieur est, puis-je vous demander quelque chose ? » Hors micro, bien sûr. Bien sûr. Comment avez-vous su qu'il fallait engager un détective privé ? Je veux dire, la plupart des gens auraient simplement été heureux d'avoir des nouvelles de leur famille après si longtemps. J'ai réfléchi à la question. Il y a 10 ans, quand notre père est mort, Alan m'a accusé d'avoir manipulé le testament. Il a dit que j'avais somehow convaincu un homme mourant de changer son héritage. L'accusation a fait mal, mais ce qui a fait encore plus mal, c'est de réaliser qu'Alan croyait vraiment que j'étais capable de ce genre de tromperie. Je fis une pause,
regardant une femme promener son chien sur le trottoir en bas. Quand il a appelé à propos de l'argent de la loterie, j'ai entendu le même ton dans sa voix, la même supposition que j'étais quelqu'un qui pouvait être manipulé ou qui manipulerait les autres. J'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais vraiment connu. Alors, vous vous êtes protégé? Je me suis protégé. Et il s'est avéré que j'avais raison. Après avoir raccroché avec le détective Morrison, je me suis surpris à penser à Véronica. L'enregistrement avait capturé sa voix clairement, sa participation enthousiaste à la planification de ce qu'il pensait être ma mort. Je me demandais si elle dormait la nuit, si elle ressentait des remords, ou si elle était simplement en colère que leur plan ait échoué. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Café demain? L'offre tient toujours. Sarah. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Oui. Où et quand? Sa réponse est venue rapidement. Café Luna en centre-ville, 10 heures. Celui avec le café horrible mais une super conversation. J'ai souri malgré tout. À demain. Cette nuit-là, j'ai appelé mon conseiller financier et je lui ai dit que je voulais apporter quelques changements à mes gains de loterie. Pas des changements dramatiques, mais des changements significatifs. J'avais gardé la plupart de l'argent, ne sachant pas quoi faire d'un montant si important qu'il semblait abstrait. Mais la trahison d'Alan avait clarifié quelque chose pour moi. L'argent semble n'était que des chiffres sur un relevé. Je veux créer une fondation, lui ai-je dit. Quelque chose pour aider les gens en crise financière à trouver des solutions légitimes au lieu d'eux. Je fis une pause, ne sachant pas comment terminer la phrase. Au lieu de faire des choix désespérés, suggéra-t-il. Exactement. Le lendemain matin, je suis arrivé au Café Luna 15 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais regarder les gens passer dans la rue. C'était un quartier animé, plein d'employés de bureaux prenant leur caféine matinale et d'étudiants avec des sacs à dos pleins de livres. Des gens normaux menant des vies normales, inconscients qu'à quelques pâtés de maison de là, un homme était assis dans une cellule de prison parce qu'il avait été prêt à tuer pour de l'argent. Sarah est arrivée exactement à l'heure, vêtue d'un jean et d'un pull bleu doux qui rendait ses yeux encore plus bienveillants qu'ils ne l'avaient été sous l'éclairage du restaurant. Elle a commandé un café noir et un muffin aux myrtilles tandis que je me suis contenté d'un café. « Comment vas-tu » demanda-t-elle une fois que nous fûmes installés. « Mieux que prévu. » Honnêtement, c'est étrange. Je pensais que je serais plus traumatisé, mais surtout, je me sens soulagé. Soulagé. Pendant 10 ans, je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Si j'avais en quelque sorte mérité d'être exclu de la vie de ma famille. Maintenant, je connais la vérité. Ils ne m'excluaient pas à cause de qui j'étais. Ils m'excluaient à cause de qui ils étaient. Sarah hocha lentement la tête. Ce doit être douloureux d'une manière différente. Ça l'est. Mais c'est aussi libérateur. J'ai passé une décennie à essayer de comprendre comment être à nouveau digne de leur amour. Maintenant, je réalise que leur amour n'a jamais vraiment été à moi de le perdre. Nous sommes restés assis dans un silence confortable un moment, regardant la ville se réveiller autour de nous. Finalement, Sarah a repris la parole. Puis-je te dire quelque chose à propos de cette nuit au restaurant? Bien sûr. J'ai failli ne rien dire. Quand j'ai vu ce que faisait ton frère, mon premier instinct a été de m'occuper de mes affaires. Ce n'est pas mon travail de m'impliquer dans la vie personnelle des clients. Elle a pris une gorgée de son café et a fait une grimace. Ce café est vraiment horrible. Mais tu t'es impliqué. Parce que j'ai vu ton visage quand tu parlais de ta famille. Il y avait tellement d'espoir là-dedans. Tellement d'amour sincère. Ça m'a rappelé comment je me sentais quand ma propre famille a finalement recommencé à me parler après que j'ai fait mon coming out. Ta famille t'a rejeté aussi? Pendant 3 ans. Mes parents ne pouvaient pas accepter que j'étais gay, et mes frères et sœurs ont suivi leur exemple. Quand ils m'ont finalement recontacté, j'étais si désespéré de renouer le contact que j'aurais fait tout ce qu'ils demandaient. Elle sourit tristement. Heureusement, ils avaient vraiment changé. Ils avaient appris et grandi et voulaient sincèrement que je revienne dans leur vie. Mais en te voyant ce soir-là, j'ai réalisé à quel point j'aurais pu être facilement manipulé si leur motivation avait été différente. Alors tu m'as sauvé parce que tu as compris. Je t'ai sauvé parce que tout le monde mérite de savoir quand quelqu'un qu'il aime le trahit, même si la vérité est douloureuse. Nous avons parlé pendant 2 heures, couvrant tout, de nos enfances à nos rêves pour l'avenir. Sarah m'a parlé de son travail au restaurant,
qu'elle utilisait pour payer ses études d'infirmière. Elle voulait travailler en oncologie, aider les gens à traverser les moments les plus difficiles de leur vie. Et toi? Demanda-t-elle. Maintenant que tu as tout cet argent, que veux-tu faire de ta vie? Je lui ai parlé de l'idée de la fondation, de vouloir aider les gens à trouver des moyens légitimes de sortir de la crise financière. Pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose s'illuminer dans ses yeux. C'est incroyable. Sais-tu combien de personnes sont piégées dans des cycles de dette et de désespoir parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide? Tu as l'air de parler d'expérience. Mes parents ont failli perdre notre maison quand j'étais au lycée. Papa avait été licencié. Maman cumulait 3 emplois à temps partiel et ils étaient trop fiers pour demander de l'aide. Ils ont failli prendre de très mauvaises décisions parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient plus d'option. Que s'est-il passé? Une assistante sociale de mon école a remarqué que j'étais stressé et a compris ce qui se passait. Elle a mis mes parents en contact avec des ressources légitimes, des programmes de formation professionnelle, une aide temporaire, des conseils financiers. Ça a pris 2 ans, mais ils se sont remis sur pied. Sarah se pencha en avant, son excitation évidente. C'est exactement ce que ta fondation pourrait faire. Être ce pont entre le désespoir et l'espoir. En quittant le café, Sarah m'a surpris en me demandant « Voudrais-tu dîner un de ces soirs, quelque part où l'on sert un meilleur café ?» Je me suis surpris à sourire, à vraiment sourire, pour la première fois depuis le début de cette épreuve. J'aimerais beaucoup. Cet après-midi-là, j'ai reçu une visite inattendue. Véronica se tenait à la porte de mon appartement, l'air hagard et des années plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son maquillage était taché et ses vêtements coûteux étaient froissés. « Philippe, nous devons parler. » J'ai envisagé de ne pas la laisser entrer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte plus grand et j'ai fait un geste vers le salon. « Merci », dit-elle en s'installant sur mon canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la supporter. « Que veux-tu, Véronica ? » Je veux m'excuser. Je veux expliquer. Je veux. Elle s'arrêta, se couvrant le visage avec ses mains. Je ne sais plus ce que je veux. Alan t'a envoyé. Alan ne sait même pas que je suis là. Il ne me parle plus en ce moment. Il me reproche de l'avoir poussé à faire ça. L'as-tu poussé? Elle resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle ne répondrait pas. Finalement, elle leva les yeux rouges de larmes. J'avais peur, Philippe. Nous étions noyés sous les dettes, et chaque jour apportait de nouvelles mauvaises nouvelles. L'entreprise coulait. La maison était en saisie. Et je voyais Alan s'effondrer. Quand nous avons entendu parler de ta loterie. Elle haussa les épaules, impuissante. C'était comme une bouée de sauvetage. Alors tu as décidé que je devais mourir pour ça. Nous nous sommes convaincus que ce ne serait pas vraiment un meurtre, que ça aurait l'air naturel, comme une urgence médicale. Nous nous sommes dit que tu ne souffrirais pas, que tu ne saurais même pas ce qui se passait. Elle rit amèrement. Nous nous sommes inventé toute une histoire sur le fait que tu voudrais que nous soyons financièrement en sécurité, que tu comprendrais si tu savais à quel point nous étions désespérés. Mais vous saviez que je ne vous donnerais jamais cet argent de mon plein gré. Parce que nous avions été horribles avec toi pendant 10 ans. Parce que nous t'avions exclu pour 20 000 $ alors que tu nous aurais probablement donné 10 fois plus maintenant sans y réfléchir à 2 fois. D'autres larmes tombèrent. Nous avons détruit notre relation avec toi par orgueil et cupidité. Et ensuite, nous avions trop honte d'admettre que nous avions eu tort. Je m'assis en face d'elle, étudiant cette femme qui avait autrefois fait partie de la famille. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, Véronica? Le pardon, je suppose. Même si je sais que je ne le mérite pas, tu as raison. Tu ne le mérites pas. Mais peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner quand même. Pas pour toi, mais pour moi. Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux. Alan ira probablement en prison. C'est une conséquence des choix qu'il a faits. Que vous avez fait tous les deux. Je sais. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que nous n'avons jamais cessé de t'aimer. Même quand nous planifions de, elle ne put terminer la phrase. Nous t'aimions, Philippe. Nous étions juste trop brisés pour t'aimer bien. Après son départ, je suis resté assis dans mon appartement à penser à l'amour et à l'argent, à la famille et à la trahison, à la mince ligne entre le désespoir et le mal. Alan et Véronica m'avaient aimé, à leur manière brisée, mais leur amour avait été conditionnel,
basé sur ce que je pouvais faire pour eux plutôt que sur qui j'étais. Pour la première fois en 10 ans, je commençais à comprendre la différence. 4 mois plus tard, je me tenais dans le hall d'un modeste immeuble de bureaux du centre-ville, regardant les ouvriers installer une simple plaque de laiton à côté de l'ascenseur. Fondation et pour le rétablissement financier, combler le fossé entre la crise et l'espoir. Sarah se tenait à côté de moi, portant la bague de fiançailles que je lui avais offerte 2 semaines plus tôt, un simple solitaire qui captait la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres. « Es-tu nerveux » demanda-t-elle en glissant sa main dans la mienne. Terrifié, admis-je, mais de la bonne sorte de terreur. Dans quelques heures, nous ouvririons officiellement les portes de la fondation au public. Nous avions passé des mois à développer des programmes, à embaucher du personnel et à nouer des partenariats avec des conseillers financiers légitimes, des centres de formation professionnelle et des organisations de services sociaux. La fondation offrirait des conseils financiers gratuits, des fonds d'aide d'urgence et, surtout, une éducation sur les signes avant-coureurs des prédateurs financiers qui s'en prennent aux personnes désespérées. Ton père serait fier, dit doucement Sarah. J'avais beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps. Mon père avait été un homme simple qui travaillait dur et économisait avec soin. Il m'avait laissé cet héritage de 20 000 $, non pas parce qu'il m'aimait plus qu'Alan, mais parce qu'il avait vu en moi quelque chose qu'il avait voulu nourrir, la responsabilité financière, la planification prudente, la capacité de penser au-delà de la gratification immédiate. Je pense qu'il le serait, acquiesçai-je. Mon téléphone vibra avec un SMS. C'était du détective Morrison. Alan condamné ce matin. 18 mois, libérable sur parole dans 9 mois avec bonne conduite. J'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai montré le message à Sarah. Elle l'a lu et m'a serré la main. Comment te sens-tu à ce sujet ? Honnêtement, soulagé. J'avais peur qu'il écope d'une peine beaucoup plus longue. Et malgré tout, je ne voulais pas qu'il passe des années en prison. As-tu pensé à lui rendre visite ? J'y ai pensé. Je ne suis pas encore prêt, mais peut-être un jour, quand je pourrai le regarder et voir mon frère au lieu de l'homme qui a essayé de me tuer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et notre premier rendez-vous sortit. Une jeune femme de l'âge de Sarah, tenant un dossier plein de papiers et ayant l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. C'était exactement pour ça que nous avions créé la fondation, pour aider des gens comme elle à trouver des solutions légitimes avant que le désespoir ne les pousse à faire des choix dangereux. Sarah et moi avons échangé un regard. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Prêt. » Les premiers mois à diriger la fondation m'ont appris plus sur la nature humaine que je n'en avais appris en 50 ans de vie. Nous avons vu des gens de tous les horizons, des ouvriers du bâtiment blessés au travail, des mères célibataires luttant pour payer la garde d'enfants, des personnes âgées à revenus fixes confrontées à des frais médicaux imprévus, des jeunes adultes noyés sous les dettes de prêts étudiants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la fréquence à laquelle les gens s'excusaient d'avoir besoin d'aide. Ils entraient dans notre bureau, embarrassés, honteux, convaincus que leur difficulté financière était un échec moral plutôt qu'une circonstance qui pouvait arriver à n'importe qui. L'objectif n'est pas d'éliminer les difficultés financières, expliquai-je à notre personnel lors d'une de nos réunions hebdomadaires. C'est de s'assurer que les gens savent qu'ils ont des options lorsque les difficultés surviennent, qu'ils n'ont pas à choisir entre leur dignité et leur survie. Sarah s'était révélée inestimable dans la gestion des opérations quotidiennes. Son expérience d'infirmière l'aidait à établir un lien avec les personnes en crise, et son empathie naturelle mettait les clients à l'aise pour partager leurs moments les plus vulnérables. Nous formions une bonne équipe, tant sur le plan professionnel que personnel. Notre première grande réussite est venue sous la forme de Marcus Williams, non pas l'officier infiltré qui avait aidé à attraper Alan, mais un mécanicien de 55 ans qui était venu nous voir après avoir perdu son emploi et risqué la saisie de sa maison. Les banques traditionnelles ne voulaient pas lui prêter en raison de problèmes de crédit, et il avait été approché par ce qu'il pensait être un prêteur privé offrant de l'argent rapide. Les conditions semblaient trop belles pour être vraies, nous a dit Marcus lors de son entretien d'accueil. Mais j'étais désespéré. J'étais prêt à signer n'importe quoi. Notre conseiller financier a examiné les documents de prêt que Marcus avait apportés et les a immédiatement identifiés comme prédateurs. Les taux d'intérêt étaient astronomiques, les frais cachés en petits caractères, et les exigences de garantie auraient laissé Marcus dans une situation pire qu'au départ. Au lieu de cela, nous avons mis Marcus en contact avec une coopérative de crédit légitime, l'avons aidé à restructurer ses dettes existantes et lui avons fourni une aide temporaire pendant qu'il trouvait un nouvel emploi. 6 mois plus tard, il était de retour sur ses pieds et avait même commencé à faire du bénévolat à la fondation le week-end.
Vous m'avez sauvé la vie, m'a-t-il dit un samedi après-midi alors que nous organisions du matériel de don. Pas seulement financièrement, mais littéralement. J'étais si désespéré. J'envisageais. Eh bien, disons que j'envisageais des options qui auraient détruit ma famille. Des histoires comme celle de Marcus me rappelaient pourquoi ce travail comptait. Chaque personne que nous aidions était potentiellement un Alan de moins, une Véronica de moins, une famille de moins détruite par la combinaison toxique du désespoir et de la cupidité. À l'arrivée de l'automne, Sarah et moi avons commencé à planifier notre mariage. Rien d'élaboré, juste une petite cérémonie avec les personnes qui comptaient vraiment pour nous. La famille de Sarah m'a immédiatement adopté, et je me suis surpris à vivre quelque chose que je croyais perdu à jamais, la chaleur de l'acceptation inconditionnelle. C'est étrange, ai-je dit à Sarah un soir alors que nous adressions les invitations de mariage. J'ai passé tellement d'années à penser que je manquais de famille. Mais je pense que ce qui me manquait vraiment, c'était le bon type de famille. Le sang ne fait pas la famille, répondit-elle en scellant une autre enveloppe. L'amour le fait. Et le choix. Et être là les uns pour les autres quand ça compte. 2 semaines avant notre mariage, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancien appartement. Alan s'était trompé d'adresse. L'enveloppe était fine, juste une seule feuille de papier avec l'écriture familière d'Alan. Phil, commençait-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, et je comprends si tu jettes ça sans le lire, mais je devais essayer d'expliquer. Pas pour excuser ce que j'ai fait, mais pour t'aider à comprendre que ça n'a jamais été à propos de toi. La prison te donne beaucoup de temps pour réfléchir, et j'ai réfléchi à l'homme que je suis devenu par rapport au frère que j'étais. Quelque part en cours de route, j'ai commencé à mesurer ma valeur par mon compte en banque au lieu de mon caractère. Véronica et moi nous sommes nourris des peurs et des insécurités de l'autre jusqu'à nous convaincre que l'argent était plus important que tout, y compris ta vie. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je reçois de l'aide ici. Thérapie, conseils financiers, formation professionnelle. J'apprends à être le genre de personne qui mérite une seconde chance, même si je n'en ai jamais. J'ai entendu parler de ta fondation par Véronica. Elle a suivi les nouvelles et elle m'a parlé de toutes les personnes que tu aides. Ça ne me surprend pas que tu aies transformé ta douleur en quelque chose qui aide les autres. Tu as toujours été le meilleur frère. J'espère que tu es heureux, Phil. J'espère que tu as trouvé la famille que tu mérites, parce que tu mérites tellement plus que celle dans laquelle tu es né. Avec amour, même si je sais que j'ai perdu le droit de le dire, Alan. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai montrée à Sarah. Elle l'a lue attentivement, puis me l'a rendue. Qu'en penses-tu? Demandai-je. Je pense qu'il apprend. S'il a vraiment changé ou s'il dit juste ce qu'il pense que tu veux entendre, je ne sais pas. Mais il assume ses responsabilités, ce qui est plus que ce que beaucoup de gens font. Devrais-je lui répondre? Pas encore. Peut-être même jamais. C'est entièrement à toi de décider, et il n'y a pas de mauvais choix. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je serai prêt à répondre. Ou peut-être que cette communication à sens unique était suffisante. Alan exprimant ses remords, moi le lisant, et choisissant de le porter ou non. La veille de notre mariage, Sarah et moi étions assis sur le balcon de mon appartement, regardant les lumières de la ville. Demain, nous serions mariés et lundi, nous serions de retour à la fondation pour aider plus de gens à trouver des chemins légitimes à travers la crise financière. Regrettes-tu jamais? Demanda Sarah. D'avoir abandonné une si grande partie de l'argent de la loterie pour la fondation? Jamais. Je le pensais. La fondation avait déjà aidé plus de 200 familles et nous étendions nos services pour inclure l'éducation à la prévention dans les lycées et les universités. L'argent qui dort dans un compte en banque ne change pas de vie. L'argent en mouvement, l'argent avec un but, c'est ce qui fait la différence. Même après tout ce que ta famille t'a fait subir, tu utilises toujours ta bonne fortune pour aider les gens à éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Surtout à cause de ce qu'ils m'ont fait subir. Je sais ce que c'est que le désespoir, et je sais à quel point il est facile de se convaincre qu'il n'y a plus d'option légitime. Je lui ai pris la main, passant mon pouce sur sa bague de fiançailles. Mais il y a toujours des options. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour nous aider à les voir. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour la dernière fois dans mon petit appartement. Après le mariage, Sarah et moi emménagerions dans une modeste maison que nous avions achetée ensemble. Rien d'ostentatoire,
mais assez confortable pour fonder la famille que nous voulions tous les deux. En m'habillant pour mon mariage, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. 10 ans de solitude suivis d'une trahison si profonde qu'elle aurait pu détruire ma foi en la nature humaine. Au lieu de cela, elle m'avait mené à Sarah, à la fondation, à une vie avec plus de sens que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro du détective Morrison. Monsieur A, félicitations pour votre mariage. Merci, détective. J'appelais pour vous demander quelque chose. Le réseau dans lequel Alan était impliqué. Combien de personnes ont été arrêtées? 14 jusqu'à présent, dont 3 fournisseurs et 11 victimes potentielles qui prévoyaient en fait de faire du mal à d'autres. La coopération de votre frère a été essentielle pour démanteler toute l'opération. Bien. C'est vraiment bien. Monsieur A, si vous me permettez. Ce que votre frère a essayé de vous faire était horrible. Mais la façon dont vous avez réagi, avec la fondation, avec le pardon au lieu de la vengeance, c'est le genre de justice qui rend vraiment le monde meilleur. Après avoir raccroché, je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. 50 ans, me mariant pour la première fois, commençant une nouvelle vie construite sur l'amour au lieu du sang, sur le choix au lieu de l'obligation. À l'église, le père de Sarah l'a conduite à l'autel tandis que sa mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Mon côté de l'église était rempli d'amis de la fondation, de collègues de mon ancien travail et de voisins qui étaient devenus de la famille au fil des ans. Une famille choisie, construite sur le respect mutuel et l'affection sincère. Alors que Sarah et moi échangions nos vœux, nous promettant de nous aimer et de nous soutenir mutuellement quoi que la vie nous réserve, j'ai pensé à Alan assis dans sa cellule de prison. J'espérais qu'il recevait l'aide dont il avait besoin. J'espérais qu'il trouverait un moyen de construire une vie digne d'être vécue quand il sortirait. Mais surtout, j'espérais qu'il comprendrait que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais lui donner. C'était quelque chose qu'il devrait se donner à lui-même. La réception a eu lieu dans la salle paroissiale de l'église, décorée de fleurs simples et remplie du son de rire sincère. Alors que Sarah et moi avions notre première danse, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était ce que la famille était censée être, sûre, solidaire, aimant inconditionnellement. Plus tard dans la soirée, alors que nous quittions la réception pour notre lune de miel, Sarah me prit la main. Des regrets, demanda-t-elle avec un sourire. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Des regrets à propos de ma famille, des 10 ans d'isolement, du frère qui avait essayé de me tuer pour de l'argent? Aucun, dis-je, et je le pensais de tout cœur. Chaque étape douloureuse m'a mené ici, à toi, à cette vie. Je ne changerai rien. No, no, no. ¿Estoy register? No entiendo un carajo. A ver si carga el... You're not register. Ah, ya está. Ya está, ya entré. Vale, ahora sí lo voy a poner en pantalla. Una banda de problemas, creo. Creo que entré, no tengo ni idea. Bueno, aparentemente habría entrado. No lo sé, Rick. Pero bueno, ahora sí funciona. Bueno, voy a poner los datos del server en el... Debería estar funcionando todo bien. No sé qué carajo le pasó a mi casa en este tiempo. No sé qué corno le pasó a mi casa en estos tiempos. Dice, están todos chiteados ahí ahora. No me jodas, sé porque estoy con el creativo. Andás a ver, estaba haciendo la tienda antes, por eso quedé así. ¿Vale? Mirá, estas son mis cosas. Vale. Bueno, primero, datos del juego, datos del server. Están todos en el Discord, pero los voy a pasar acá en el chat, en el streaming. Vale, voy a pasar el servidor con la versión. Vale, porque la versión que vamos a jugar con Dierzo no es la misma de la versión de mi server. Vale, así que voy a dejar todos los datos acá. Esa es la IP de mi server. Ese es el launcher para que no lo tenga. Y la versión es 1.21.11, gente. No se confundan con la de Dierzo, que es 1.21.1. Son diferentes. Vale. Quitado manualmente. Ahí va, exactamente. Ahí lo anclé, digamos, al chat. Dice Monster. Que está todo chiteado, me dice. Vale. Terrible, Monster. Voy a poner Game Mode Survival. Bueno, let's go. Let's go. Ahora sí, ¿eh? Qué raro que está esto. ¿Está andando raro o soy yo que hace tiempo que no juego? Se ve espectacular, eso sí. Bueno, saqué la music. Espero que se esté escuchando Ricolino. Let's go. Voy a trabajar. Ah, qué boludo. Ah, bien, acá está. Dije, no tengo pico, ¿cómo entro a mi casa? ¿Esto está medio lagueado? No lo sé. No tengo ni idea, pero voy a entrar porque había un hueco secreto.
No había un hueco, acá. No había un hueco, un carajo. Vale. Bueno, me quedé construyendo mi casa la última vez. Nadie lo vio. Porque fue un día que lo hice off streaming. Estábamos con Javito y no sé con quién más. Vale, estuvimos jugando bastante. Estaba Kanye también. ¡Kanye! Pero ya están re avanzados, dice. No, no estamos avanzados. Mira esta casa. ¿A vos te parece que yo estoy avanzado? Sí, todo el resto menos yo, Hiversat. El resto está avanzadísimo. Ponele. No, hay gente que no. Hay gente que no. Yo que sé, estaba Samu, que tampoco está avanzado. Pasa que Samu hoy no puede, me parece. ¿Quién más? Estaba Easy, sí, Easy está avanzada. Paulo está re avanzado. Javito y el amigo están re avanzados encima delincuentes. No me jodas. Vale, ellos también. Dierso no, Dierso no, Dierso no ha jugado casi nada, me parece acá. Poquito, no sé. Habría que preguntarle. No me acuerdo. Vale. Hay un montón que han jugado poco y hay muchos que han jugado demasiado. Yo qué sé. ¿Quién más? Feitín estaba recontra avanzado. ¿No me jodas? Vale. Pero bueno, Hiversat, hay que empezar. Yo tengo un montón de cosas, pero basura. Nada de lo que quiero hacer. No puedo conseguir un carajo. La mayoría de las cosas me la dio Paulo. ¡Pablo! ¿Dónde estará Pablo, no? Pablo debe estar en un super server, pero... Dice, con los petes no juego. Pero vale, lo banco a Pablo igual. Le mando un saludo, no me jodas. ¿Cómo hago para...? Mírame, mira lo que me dejó la puerta. No me jodas. No sé ni qué corto es ese Bowser. Bueno. Uf, casi rompo los cultivos. Bueno, la última vez me quedé haciendo cultivos porque no tenía comida. Estaba re podrido de morirme de hambre. Le tenía que manguear comida a todo el mundo. Así que hoy me retracto de mis palabras. No le voy a pedir más nada a nadie. Por eso la idea es ser autosuficiente. Esa sería mi idea. Ese sería mi plan de hoy. ¿Qué dice Bowser? Yo no tengo nada ahí ya. Pero, ¿cómo ahí ya? O sea que tenías. No me jodas que estabas acá arriba. Rival, yo no te vi en este server, sí. No te vi alguna vez capaz, ¿no? Puede ser Fight. Un día creo que entraste. Ah, sí, el día de tu amigo, ¿o no? El día que tu amigo no pudo entrar. ¡Ah! ¡Ay, joder! Me cagué todo. Me había olvidado que había hecho eso. Qué boludo que soy. Qué boludo que soy. A mí me recagué todo Insta. Vale, joder. Tengo que sacar eso de LOL. Para un poco. Está el 0-1 ahí que cualquiera, el marcador. Ahora sí. Vale, me cagué todo, amigo. Qué asco. No, eso es muy peligroso, pero bueno. Es útil, en fin. Vale. Que quiero hacer un ascensor secreto para poder bajar rapidísimo a la cueva, amigos. Hay una cueva terriblemente horrible abajo de mi casa. Es una asco la monster. Vale, le pongo esto acá, sí. Tiquitaca la matraca. Excelente, ¿me? Hice tremendos trucos. Vale.